Bonjour, aujourd'hui nous avons réuni un très beau plateau pour parler d'un sujet très fort qui est celui du renouveau du cinéma africain. Nous avons pu voir dans les dernières années des grands cinéastes récompensés partout dans le monde, à Cannes, mais aussi ailleurs en France, aux États-Unis et en Asie, qui démontrent de façon peut-être un peu inattendue pour beaucoup de personnes, mais pour ceux qui suivent le cinéma de près, c'est tout à fait normal, le retour de l'Afrique sur l'avant-scène en tant que puissance artistique et culturelle de premier plan. Sur ce plateau, autour de moi, nous avons pu réunir certaines personnes emblématiques, des personnes qui sont emblématiques de ce retour en force du cinéma africain, chacun dans son domaine. Je vais essayer de vous les présenter l'un après l'autre et ensuite je les laisserai parler. Nous aurons une interaction, j'espère, intéressante, j'en suis sûr d'ailleurs, autour des thématiques importantes, les plus importantes, et autour de ce rêve que le cinéma africain veut aujourd'hui être le représentant. Nous poserons donc des questions à Madame Catherine Jean-Joseph Saint-Tuc. Si nous parlons de renouveau, il y a évidemment une génération qui le prépare, et vous, vous êtes chargée de l'éducation des générations nouvelles. Vous avez une école d'acteurs. J'espère que vous aurez l'occasion de nous en parler. Vous êtes aussi productrice. Donc, vous êtes tout à fait ancré dans ce mouvement de renouveau. Et je vous laisserai tout à l'heure, dans 2 minutes, la parole. On commencera par vous, si vous voulez bien, parce que vous êtes l'avenir précisément de ce cinéma. Wes est un personnage très connu, Wes Madiko, qui est un chanteur camerounais, qui est très talentueux, qui est surtout connu ici en France pour avoir été la voix du tube Alan, mais il a aussi d'autres responsabilités. Il a un nouveau projet dont il nous parlera tout à l'heure, et il est aussi ambassadeur de la Fondation Jackson pour l'Afrique. C'est bien ça. Nous avons ensuite 2 représentants de la jeune génération d'acteurs africains, au parcours quelquefois atypique, mais toujours intéressant. Nous avons de l'école Florent, nous avons Ebra Tour, qui a eu un parcours très intéressant. Ebra Touré, pardon, merci. Qui a un parcours très intéressant, qui est venu du stylisme au cinéma, en passant par l'école Florent. Nous avons à ma droite ici Olivier Kissita, qui est un acteur de la génération nouvelle, qui a des projets ici à Cannes, il nous en parlera. De la génération plus confirmée et représentante d'un cinéma qui est déjà bien ancré dans la réalité africaine avec des thématiques très fortes. Nous avons Madame Jackie Motsepe qui vient de la radio aussi, qui est productrice de cinéma, qui est sud-africaine et qui elle aussi, en même temps, tente de promouvoir un cinéma sud-africain avec des thématiques très fortes, comme je l'ai dit. Elle nous en parlera tout à l'heure. Et enfin, last but not least, comme on dit, le grand cinéaste Souleymane Cissé. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous ce soir, qui présente un film qui s'appelle Oka, hors compétition, mais dans la sélection officielle à Cannes, qui nous parlera de ses projets. Comme Souleymane Cissé est de la génération des très grands cinéastes africains actuels, comme Abderrahmane Sissako, qui présente des films dans tous les festivals, qui reçoivent des prix partout, avec une reconnaissance universelle aujourd'hui, des projections et un public très fort partout, en Asie, en Afrique, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Je vais commencer donc, si vous voulez bien, par Madame Catherine Jean-Joseph Saint-Tuc. Parlez-nous un peu de vous-même, parlez-nous de votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené à créer cette école et qu'est-ce que vous en espérez Alors, moi, j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai été agent d'acteur, auteur et réalisateur pendant 12 ans. J'étais le premier agent de Marion Cotillard. J'étais l'agent de Claude Tagbo, Princesse Erika, en tout cas, je vis là pour l'Afrique, Isaac de Bancolé, et d'autres comme Véronique Jeannot, Thierry Frémont, voilà. Et pendant 15 ans à peu près, j'ai été agent. Et puis après, je suis partie à France 2, à la télévision, où j'étais responsable artistique à la télévision française, à la fiction française pour France 2, puis à TF1.
Et j'ai quitté TF1 parce que je me disais que il y avait des choses, il y avait des voix qui étaient à la créativité, qui étaient à faune et qui étaient laissées en jachère. Donc j'ai créé cette école, l'école Miroir, pour les jeunes talents émergents des quartiers. Elle est basée à Épinay-sur-Seine dans le 93. Elle a été créée en 2011. Elle est gratuite et nous allons jusqu'à l'insertion professionnelle. Et cette année, l'année dernière, nous avons signé un partenariat avec la Fondation Robert Kennedy à Washington. Kerry Kennedy, qui se bat pour les droits de l'homme et la justice dans le monde, trouvait qu'on défendait un peu les mêmes valeurs, l'égalité des chances et l'égalité des droits. Donc, fort de ça, nous avons joué un spectacle tiré du recueil de témoignages de grands défenseurs des droits de l'homme comme Desmond Tutu et Elie Wiesel. Nous avons joué au Sénat devant les politiques l'année dernière. Ça s'appelle Speak Truth to Power. Et cette année, nous revenons de Guadeloupe où nous l'avons joué dans les écoles, les lycées et les collèges, en tout devant 1600 jeunes. Et avec une vidéo de soutien de Monseigneur Desmond Tutu qui suit en tout cas ce que nous faisons pour les droits de l'homme via la Fondation Kennedy. Vous avez de très gros soutiens et des soutiens très intéressants. Donc l'insertion sociale, les droits de l'homme, ça vous paraît des thématiques porteuses pour le cinéma africain aujourd'hui? Oui, en fait, moi je pense que on travaille beaucoup sur l'universel. Aujourd'hui, avec Internet, le monde est tout petit. Donc chacun voit ce que l'autre fait, ce que les autres pays font et comment on se développe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'on n'en est pas moins homme. Donc les thématiques sont les mêmes, mais elles sont traitées de façon différente. Dans les témoignages des droits de l'homme, il y a des grands défenseurs des droits de l'homme qui viennent d'Afrique, qui viennent de l'Asie, qui viennent des États-Unis également et qui viennent de Sud-Afrique. Et donc elle a fait un panel et c'est vraiment la représentation de notre univers. Et ça c'est intéressant. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de dire d'être à l'intérieur du cadre et de trouver sa liberté à l'intérieur du cadre. Donc forcément, l'Afrique est bien sûr le point essentiel, puisque comme vous disiez, il y a un renouveau qui s'installe et que maintenant, il faut aussi regarder du côté de l'Afrique et surtout, moi je dirais, déplacer le curseur de l'universel, car il est en chacun de nous et donc il est bien sûr aussi en Afrique. Merci, ce qui m'amène à vous, Wes, qui est un exemple type de cette transition. Parlez-moi un peu de votre rencontre avec Disney et de la complémentarité qu'il y a toujours entre la musique, le cinéma et les thématiques universelles comme la tolérance, l'éducation En fait, moi, j'ai eu, on peut appeler ça, dans la portée de ma trajectoire, une chance de travailler avec les plus grands. Donc, ça m'a propulsé au plus grand haut niveau. Après mon succès, j'ai travaillé immédiatement avec Disney. C'était le succès que j'avais fait en Europe, à faire en sorte que ils voulaient choisir une voix africaine qui pourrait représenter un petit peu dans le film du Roi Lion. Donc c'était pour moi très facile de rentrer chez Disney parce que j'avais déjà fait un gros carton en Europe. Donc quand ils m'ont contacté, je suis parti enrichir le titre aux États-Unis avec les Elton John et tout ça, c'était pour le Roi Lion. Après, ça m'a permis de rentrer très facilement chez Disney, dans la grande institution. Donc, nous avons fait ces titres dont ils ont été contents. Ça a après fait boule de neige pour aller chez Paramount aussi, où j'ai fait des voix. On m'a appelé pour faire des voix dans des films, des dessins animés, des trucs comme ça. Donc, pour moi, ça a été relativement très facile de prouver le talent. Je vous dis, quand on vous ouvre les portes et on voit que vous êtes talentueux, voilà, vous faites l'affaire. Bon, je suis arrivé dans ce milieu-là, très rapidement, je me suis imposé sur la marque qui est la mienne. Quand on me demande de faire quelque chose, je le fais. Le talent était là et donc finalement j'ai fait les choses avec eux. Et ça m'a donné beaucoup plus de portée aujourd'hui par rapport à ma réflexion musicale. Et comme j'ai déjà fait le tour du monde, j'ai fait un petit peu un constat des civilisations, comme j'ai dit. Donc après, dans toute cette portée-là, après avoir fait un grand succès comme le mien, j'ai des awards, des disques de diamant, des trucs comme ça, je me suis dit, il faudra quand même que j'y pense à réécrire quelque chose pour que l'Afrique puisse renaître, mais de façon un petit peu plus cosmique. Parce que les Africains ont été toujours traités avec les problèmes de mépris, de l'esclavage. Les Africains ne savent pas leur identité, eux là ils sont en plus.
Qu'est-ce réfléchi. qu'est-ce qui vous inspire dans le cinéma africain? C'est un aspect universel ou un Parce aspect que l'Afrique a un typiquement mouvement, africain? l'Afrique a toujours rêvé, parce qu'on ne nous donne pas l'espace de nous exprimer comme il le faut. L'Afrique a un mouvement. Je crois que c'est le rêve que l'Afrique a eu qui le permet d'être debout aujourd'hui. Avec toutes les choses que l'Afrique a vécues, si l'Afrique n'était pas en mouvement dans ses rêves, l'Afrique sera disparue. Le problème, c'est que les Européens ne savent pas que les Africains font une mouvance pour pouvoir tenir l'Europe. Même les Occidentaux, je veux dire que vous êtes debout parce que l'Afrique est là. Ça veut dire que si l'Afrique n'était pas là, vous n'existez plus. Et comme c'est la mer nourricière, et c'est de là normalement que vous puisez tout vos énergies, elle a été mise en mépris. Mais cependant, c'est que l'Afrique en mouvement et l'Afrique qui rêve, c'est l'Afrique normalement qui vous tient debout. Parce qu'au sens universel, c'est quoi? C'est que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais même dans cette Afrique, c'est là où vous puisez pour vous développer. Mais comment ça se fait-il que normalement que dans un continent où vous puisez pour vous développer, et il y a un tel mépris? Moi, je suis dans une thématique actuellement où je ne veux pas trop m'étaler. Je suis dans un film qui s'appelle La légende des éléphants. La légende des éléphants, si tu veux, je suis parti à la genèse de l'histoire. Comme j'ai travaillé un petit peu avec Disney et Paramount, j'ai fait le tour. Et j'ai écrit cette histoire justement pour appeler le monde à aimer le monde. C'est une histoire grandiose qui va être lancée bientôt en 2016. Où ça fait un projet, je travaille dessus depuis 10 ans. Donc la légende des éléphants, si tu veux, elle démontre depuis le temps des dinosaures, tu vois, ce pouvoir que vous avez aujourd'hui, comment il était d'abord placé avant les animaux, c'est que les animaux ont été ici, ils ont vécu ici avant nous. Et on a l'impression que nous sommes arrivés comme ça. Non, non. La légende des éléphants situe ça, cette sagesse des éléphants qui ont maintenu ce pouvoir en équilibre. Je vous bosse le palmarès parce que j'ai écrit cette histoire, ça fait 10 ans que je travaille dessus, sur les problèmes de domination qu'il y a eu entre les animaux. Et les dinosaures étaient assez puissants à ce moment-là, ils ont perdu un pouvoir, ils ont été culbutés par une comète. C'est très ludique avec les enfants, mais ça parle à l'humanité. Parce que je suis parti de cette genèse-là pour aller dans la thématique de là où est venu l'homme. Et comment cet homme, si tu veux, il a quitté l'Afrique pour justement engranger le monde dans lequel il était aujourd'hui. Donc je suis dans une histoire qui travaille sur la couronne, le trône, à partir des animaux jusqu'aux êtres humains. J'essaie d'expliquer un petit peu comment le roi lion d'aujourd'hui est devenu le roi. Ça va être très rigolo parce que je suis très impliqué dans ce projet en tant qu'artiste, mais écrivain en même temps, musicien, écrivain aussi de textes et réalisateur en même temps. Donc je suis très impliqué dans ce projet avec les Américains qui sont actuellement en train de signer tout ça avec moi. Cette thématique de l'homme, l'Afrique, l'origine de l'homme, de l'humanisme, de l'humanité, je crois que c'est effectivement quelque chose de très intéressant. Nous attendrons tous avec impatience la concrétisation de ce projet. Je suis sûr qu'il sera très bien. L'homme comme inspiration pour l'homme, un acteur, Ebra, ça vous parle? Oui. Déjà, c'est vrai que moi, je suis une personne qui a été beaucoup inspirée. Je m'inspire beaucoup des anciens acteurs, moi, déjà. Moi, je suis très attiré par l'ancien cinéma, le cinéma classique, le cinéma d'avant-guerre. Les acteurs comme Jean Gabin, les acteurs même comme comment il s'appelle, James Cagney, James Dean, Marlon Brando, Sidney Poitier, Woody Strode, tous ces acteurs-là. J'ai été inspiré par ces acteurs-là parce que c'est ce cinéma-là, à la base, qui me faisait rêver. Et donc, c'est vrai que tout ce que je fais, même quand je prépare des rôles, je m'inspire de certains vieux films pour essayer d'apporter quelque chose d'intéressant à mon personnage. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour venir au cinéma? Parce que vous avez un parcours quand même assez atypique. Hein. Vous avez commencé dans la mode. Moi, je voulais être footballeur professionnel. Oui. Mais j'étais très maigre. Donc, je n'avais pas confiance en moi, j'étais très timide. Donc, c'est le cinéma qui vous a grossi comme ça? Non, c'est plutôt la mode. Après, je me suis orienté dans la mode en faisant quelques photos et ensuite des défilés de mode. Et quand j'étais sur le podium, je voyais qu'il y avait des encouragements que je n'avais pas reçus dans le football. Dans le football, il y avait plus des moqueries dès que je me mettais en short, les gens se moquaient de moi et tout ça. Mais dans la mode, les gens m'encourageaient. Donc j'ai commencé à faire un peu de sport, de la musculation, j'ai pris un peu de poids bien sûr. Et par la suite, après je suis parti en vacances aux États-Unis, ma sœur habitait à Brooklyn. Et sur Broadway, il y a une personne qui m'a dit vous devriez faire du cinéma. À l'époque, je ne parlais pas du tout anglais. Je me suis dit, ok, je vais revenir à Paris, je vais prendre des cours de théâtre. Je suis venu à Paris, quelque chose me disait, va au cours Florent, malgré que je faisais quand même
quelques essais dans certains cours. Je suis parti au cours Florent, je suis monté sur scène et je me suis dit c'est ça que je voulais faire. Après les cours Florent, j'ai fait 3 ans au cours Florent. J'étais attiré par le jeu, vous voyez, le jeu intérieur. Donc j'ai fait un cours avec un prof qui s'appelle Jack Walzer, qui est à Paris. Et de là, je suis parti après aux États-Unis, à Los Angeles, où j'ai étudié à l'Actor Studio, où il y a eu des acteurs comme Marlon Brando. Vous avez eu la chance d'entrer dans l'Actor Studio. Oui, dès que je suis arrivé à Los Angeles, j'ai posé mes bagages, je suis parti à l'Actor Studio et j'ai rencontré le directeur de l'Actor Studio qui est Martin Landau, qui est un acteur qui a joué avec Alfred Hitchcock dans La Mort aux trousses, et Mark Rydell qui a réalisé La Maison du Lac avec Jane Fonda, Henry Fonda et Katharine Hepburn. Et on sent quoi quand on entre dans un lieu comme ça, on mythique? sent toutes les énergies des anciens acteurs, on sent tout ça, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode américaine, les gens sont très positifs dans tout ce que vous allez faire. Par exemple, quand vous allez jouer, si vous faites une scène, si vous ouvrez une porte, on ne va pas vous dire d'ouvrir la porte de telle manière, non. Vous l'ouvrez de telle manière parce que vous avez envie, c'est le personnage. Si vous avez envie de l'ouvrir de telle manière, si vous avez envie de dire tel mot de cette manière aussi, c'est le personnage qui est comme ça. Donc on ne vous dira Ça pas. plaît à Wes. Oui. C'est dans mes mouvements. Moi, je suis avec eux. C'est dans ma naissance, c'est dans mes gènes. C'est dans mes gènes. Je percute plus américain que voilà. C'est dans mes gènes. C'est exactement ça. C'est un langage qui est compris, Voilà. Par tout le monde. Nous sommes à Parce l'aise que surtout- de faire la bac ici. Oui. C'est dans les gènes. Je sais pas. Et surtout, Ouais. Des choses qui s'expliquent c'est pas. ça, comme ils vous c'est disent. ça. Et Voilà. eux, ce qu'ils aiment aux États-Unis, et dans le cinéma africain aussi, il y a ça, c'est le body language. Yeah. Vous voyez, c'est ce qu'on va faire avec, That's the way. même avec le corps, body parler même language. avec le corps, tout ça. Pas rester statique et Voilà. dire la phrase, non, Voilà. avec le corps. Absolument. Et Le c'est body ce qu'ils language. aiment. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, Absolument. c'est très important. Ça. Ouais. Olivier, Question de culture. vous êtes d'accord avec tout ce qu'on dit? Vous c'est avez vrai, une carrière un peu plus ancrée body dans... language. Vous êtes un peu plus acteur qu'autre chose, vous. Votre parcours est aussi un peu atypique, mais vous avez une carrière d'acteur qui est quand même un peu plus marquée. Oui, je suis aussi vraiment en accord avec tout ce que mes prédécesseurs ont dit. Par exemple, je citerai Meissner qui disait il faut vivre véritablement dans des circonstances imaginaires, et c'est exactement ça. En fait, il faut absolument essayer d'être là au moment présent plutôt que de penser à telle ou telle consigne. Voilà. Et puis donc pour ma carrière professionnelle, effectivement, je suis acteur, mais je suis aussi réalisateur. C'est ma première raison de ma présence à Cannes. Et en fait, je suis doublement honoré d'être parmi nous parce que cette année, j'ai eu une grande chance de pouvoir participer aussi à l'élection de Mister Afrique France sur Paris, que j'ai gagné. Et disons en fait que chaque candidat avait un projet humanitaire. Le mien, c'était de réaliser un film, donc une fiction, un véritable film qui sera filmé donc en partie à Paris, mais aussi au Congo et Et au c'est Sénégal. quoi le sujet En fait, ça s'articulera autour de 3 points. Le premier point, en fait, ce serait concrètement de valoriser l'Afrique culturellement parlant. Deuxième point, ce serait de restituer de manière véritable certains points qui ont été oubliés, certains événements historiques qui ont été oubliés de manière mondiale, mais qui concernent directement le continent africain. Et le troisième point, c'est de consolider en fait le lien qu'entretient l'Afrique avec sa diaspora, donc en l'occurrence dans le film la diaspora française. Voilà. D'accord. Et vous avez trouvé producteur, ça va, c'est en chantier, tout est... C'est en chantier, disons que donc premièrement j'ai l'association qui a organisé donc l'élection qui va m'aider, qui va me mettre à disposition certains moyens. Ma deuxième raison de ma présence ici, la première, c'est la réalisation d'un documentaire qui est quasiment fini, qui est en cours de montage, qui d'ailleurs, le thème principal, c'est les youtubeurs. On parlait tout à l'heure de la présence d'Internet, et puis du fait quelque part que Internet est maintenant devenu incontournable, indispensable dans chaque domaine, d'ailleurs pas que dans le cinéma, mais maintenant partout. C'est ma première raison ici. Ma deuxième, effectivement, c'est de rencontrer producteurs et membres de l'équipe technique pour pouvoir mener à bien mon deuxième projet. Merci. Ce qui m'amène à Jackie Motsepe, que je vais questionner si ça vous ennuie pas en anglais, parce qu'elle est plus à l'aise en anglais.
Et puis s'il y a des problèmes, vous êtes tous, ça va, tous pour l'anglais, ou s'il y a un problème, j'essaierai de traduire. Mrs. Motsepe, perhaps you know, South Africa is perhaps the best example of the transition from, you know, with maybe the cinema under apartheid was, you know, maybe popular or well known, but how would you see this transition in terms of the acknowledgement of a new country, that South Africa is reborn and is coming with a new humanistic approach to cinema? How would you describe South African cinema today? Well, I mean, it's a good point you make about the transition, because after 1994, there was a very deliberate effort to actually develop the film industry in South Africa. There were several mechanisms put into place to actually stimulate the industry, but also to transform the South African industry from what it was before to a new era, and to hear new voices in cinema. So what was established was a national body to develop the film industry, the National Film and Video Foundation. In the early 2000s, the NFVF was really there to develop the previously disadvantaged filmmakers in the industry, to transform the industry, but also to integrate the two sides of the industry that existed in the country. So there's been a lot of development programs, skills development programs, to really unearth the different voices in South Africa, different cultures in South Africa. And I think over the years we've seen different films, different documentaries, different short films that have been represented in the different festivals around the world. The National Film and Video Foundation has had a very strong presence in the Cannes Film Festival for more than 10 years, you know, through the International Pavilion. And there have been many delegations, very diverse delegations, that have been coming to the festival to look for co-production partners, but also as the film develops to screen the films, you know, through the market screenings. So the industry, I think, is growing. There's a lot of funding that's available to the South African film industry. Different institutions, mainly state institutions, provide funding to the industry. We are based in Durban in KwaZulu-Natal. The Film Commission there is about a year old. And we also have a film fund, you know, for producers to come and shoot in our region. So from a national level or from a provincial level, there are quite a lot of instruments that are available to South African producers to advance their skill and to tell their stories. And as a producer, because you're wearing two caps, if I may say, you're a radio person, a media person, in other words, and you're a producer. Do you see any complementarity between those two responsibilities that you have? And do you have a definition of a cinema for a cinema that matters? Do you know what is it that matters to South Africans today in terms of themes and storytelling and what is South African cinema about today for you as a producer? I think that there are a lot of stories to tell in South Africa. Just in terms of themes, I guess the more sort of cultural stories, but stories that will also help us reflect on who we are as a country. We've seen a lot of documentaries of that nature being made, but I think there's still quite a lot of stories that need to be unearthed, a lot of personal stories. We've seen stories about, obviously, the very big figures that have been responsible for the change in the country, which have been very important stories. But there are a lot of very small stories that we see emerging about individuals who've been impacted by what is happening in the country. We're hearing also a lot of young voices, you know, and it's very interesting to hear what the youth are saying, you know, about the situation in South Africa. They haven't experienced the past. They don't really have a memory or a history of apartheid that affected them immediately. So they have a very different narrative, a very different type of story that they want to tell about the modern South Africa. And we are seeing a lot of those stories actually coming out from young filmmakers that are getting very good support.
So it's not necessarily one story, one theme, which I think is interesting. There are different, very traditional political stories, very strong documentaries that we're still making. But there's a new voice that's coming out from the youth that is really commentating about their life, their reality in South Africa, which is a whole range of stories. Is Nelson Mandela still an inspiration, a source of inspiration? Or, you know, is it anything to do with cinema today? I think he is still an inspiration. We've seen recently Carlo Matubani did a documentary that's doing very, very well internationally, where he speaks about the influence of Mandela on him and his life, his reality of what is happening in South Africa today. Very much questioning, you know, the era, the political era of the past. We have a project now called Mandela's Children, which is a youth project where children are speaking about Mandela, but expressing it in their own reality, how they understand Mandela and how he has impacted their lives. So Mandela is still very much a theme, if you like. And people are really telling stories from their own experience of how he influenced them and how they translate that into their own storytelling and reflecting their lives. So I think he is and will remain, you know, an important symbol in our industry. That's very interesting. Thank you very much. So, which is a good transition to get to Mr. Souleymane Cissé. Souleymane Cissé, on ne vous présente plus. Si l'Afrique du Sud est dans une transition et dans une renaissance intéressante à suivre, vous venez du Mali, qui est un pays quand même qui vit encore une déchirure importante, en tout cas dans les médias, c'est l'image qu'on transmet. Vos films transmettent une idée d'une fraternité et tout de même, il y a toujours une dramaturgie assez forte dans vos films. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous guide? Qu'est-ce qui, en tant que Malien, en tant qu'Africain, qu'est-ce que vous voulez dire au monde? Vous êtes à Cannes aujourd'hui avec Oka. C'est quoi votre message? C'est quoi votre inspiration? Je vous remercie. Je voudrais tout simplement vous dire qu'en 1995, j'avais fait réaliser un film qui avait le titre Wati, le temps, sur l'apartheid. Et j'ai tourné en Afrique du Sud pendant 3 mois. Eh ben voilà, la transition. Et donc, le problème de l'apartheid, c'était dans les années 93 que j'avais commencé le tournage. Nous avons essayé de réfléchir pourquoi il y a autant de haine entre les hommes. Et dans ce film, on a essayé de comprendre aussi pourquoi les races ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et ce qui me pousse à vous dire qu'à partir de ce film, 95, le problème du Mali, je l'avais reflété dans ce film. Ce qui allait arriver au Mali dans le Nord. Parce que c'est ce que j'avais vu en Afrique du Sud. Et c'est pour ça que j'ai fait ce film. Mais malheureusement, ce film n'a jamais été vu en Afrique du Sud et je ne sais pas pourquoi. Mais j'espère qu'un jour il sera vu puisque c'est un film qui est dans le temps, qui parle du temps. Et c'est l'espoir du continent, comme il a su bien le dire. Cet espoir, personne ne peut l'effacer. On va peut-être prendre encore du temps, mais le continent, il bouge. Il bouge de telle manière que deux fois, les autres ne le voient pas. Et ça risque un jour de déborder. Et c'est ce que nous attendons. C'est pour ça que je suis très fier d'écouter tous ces collègues qui parlent aujourd'hui, parce que vous avez été très gentils de dire que oui, vous êtes les générations qui ont machiné. Il faut le dire, nous sommes les vieilles générations. Non, je n'ai pas dit vieille génération, j'ai dit. Non, c'est moi qui le dis. Nous sommes les vieilles générations et ça nous fait plaisir d'entendre, de voir que ça bouillonne. Parce que nous l'avons dit en 1980, ici, à Cannes. Et aujourd'hui, on est en 2015. On le redit. Mais ça va venir. Il faut être patient. Mais il faut travailler. C'est le talent qui paye. Et c'est surtout aux Africains de se mobiliser
ceux qui ont les moyens, ceux qui ont le talent, pour qu'ensemble, ils puissent faire l'Afrique le rêve dont beaucoup ont rêvé. Voilà ce que moi je peux vous dire. S'il y a un renouveau africain aujourd'hui, du cinéma africain, c'est un peu grâce à vous, à votre génération. C'est dans ce sens-là que je l'entendais. D'où ma question. Je voudrais vous poser à tous une question, mais à vous d'abord, Souleymane Cissé. On dit que le cinéma, c'est l'industrie du rêve. Quel est le rêve que le cinéma africain veut transmettre? Quel est le rêve dont il est porteur aujourd'hui, le cinéma africain, ou bien dont vous voulez qu'il soit porteur? Moi, ce rêve, c'est de ne pas tenir compte des haines des autres à notre égard. C'est d'être toujours debout et de voir toujours plus loin. C'est ça le rêve du cinéma. Et c'est ça mon cinéma à moi. Le film que je présente ici, en officiel, c'est un film, une histoire très banale d'expulsion de 4 vieilles femmes. Mais il se trouve que ces vieilles femmes, ce sont mes sœurs, de notre maison paternelle, d'où nous vivons pendant des siècles. Mais j'ai voulu tout simplement, sans tenir compte, sans rancune, faire un film pour dire à la génération montante que la vérité est au bout et qu'il faut qu'ils croient. Et donc, le rêve, c'est ça. Donnez toujours, quels que soient les drames, donnez le rêve aux autres de pouvoir tenir le coup. Sinon, si vous ne donnez pas ce rêve, on va tous s'engouffrer. Et on restera éternellement ceux qui ont pensé de nous que nous sommes des esclaves nés ou des esclaves machins. Bon, c'est leur problème. Une raison de croire, c'est une très belle formulation. Is there any reason to believe? You know, I think, you know, listening to my elder, if I may say so, what I think is going to help us on the continent is if we make films together, co-produce films together. We, I think, have started really reaching out to other countries on the continent to see how we can co-create content, you know. I think we had a delegation, for instance, from Nigeria, who came to Durban in South Africa. And for the first time, we were sharing ideas, you know, exchanging, understanding how the two industries work. We're on the same continent, and yet we're so far apart. You know, we don't discuss topics of film together. We don't discuss how we can co-produce content together. We don't understand how each other's industries work. So for me, if it's a dream, it's for us to co-produce content together amongst Africans. I think we have a lot, obviously, in common culturally. There's a lot of stories that we can share together, but there's a lot that we can learn from each other. And I think the more that we co-create content, make content for audiences on the continent, I think those, at the end of the day, will resonate. There'll be universal stories, universal themes that will travel, but it'll be a new voice. It'll be new cinema that we haven't really seen. And I think that for me is exciting in terms of the future of African cinema. There's, I think, a lot of potential still. Thank you. En tant que jeune réalisateur, Olivier, c'est quoi votre rêve? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Donc, vu que le thème principal, c'est un peu aussi ce côté africain, donc cette considération du continent africain, j'ai remarqué que lorsque je regarde l'industrie américaine, par exemple, donc Hollywood, le cinéma a été vraiment une arme extrêmement puissante de diffusion de valeurs, de culture de masse. Je sais pas, bon, donc voilà, en Afrique, en Asie, on veut tous manger McDo, on porte tous des jeans, etc. Je regarde par exemple donc l'industrie hongkongaise aussi ou indienne. Il y a une volonté absolue de valorisation de la culture. Les réalisateurs subliment leurs acteurs, leurs actrices. Et je trouve que c'est une véritable chance donc d'avoir un cinéma aussi puissant voilà, en Asie et en Inde. En Afrique, je pense que il y a de puissants réalisateurs, producteurs, scénaristes
On a Hollywood par exemple, on a donc l'Afrique du Sud aussi qui a du poids, qui prend du poids. Mais malheureusement, je pense que pour l'instant, on n'est pas à la hauteur en Afrique de l'industrie américaine ou autre. Le rêve que j'ai en tant qu'individu issu de la diaspora française, ce serait que lorsque je regarde mon continent d'origine, il y ait la même possibilité de diffuser des éléments culturels au monde, qu'il y ait une même valorisation des caractéristiques propres aux Africains, quand bien même l'Afrique, on ne peut pas dire l'Afrique, elle est très 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 diverse et variée en fonction des pays, mais il y a vraiment une unicité, quelque chose de spécifique que j'aimerais retrouver au cinéma, parce que le cinéma, en fait, les films sont un outil de structuration de la population, en fait. Et quelque part, si on n'a toujours que des films qui viennent d'Amérique, d'Asie ou autre, on ne se retrouve pas concrètement, quoi. On ne se retrouve pas... Voilà, on peut lire un peu, on peut demander aux anciens, on peut réfléchir, mais le cinéma est aussi utile pour l'émancipation, pour le positif. La transmission. Un monde positif, comme nous disait Ibra, pardon. Oui. Un monde positif, ouais. C'est une belle image. Vous avez utilisé la formulation continent d'origine. C'est quoi être africain aujourd'hui? C'est quoi? Moi, déjà, ce qui est bizarre, c'est que je ne me sens ni africain, ni européen. Je suis moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je sais que je suis africain. Je le sais, donc ça, c'est mis de côté. Mais quand je marche dans la rue, quand je rencontre des personnes, je suis juste Ibra, je suis juste un être humain qui parle à un autre être humain. Et comme ça, donc je ne fais pas attention à ma couleur de peau ou quoi que ce soit. Donc je suis bien partout. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce que j'essaye de dire à certaines personnes parfois. Qu'ils ont un peu cette gêne ou cette appréhension. Moi je leur dis non, tu es toi, c'est tout. Et c'est pas la couleur de peau qui fait tu es autre chose, non. Parce que l'autre personne qui a une autre couleur de peau est aussi autre chose. Donc c'est ça. Je suis moi. Ouais, je vois, l'autre lignée, vous êtes d'accord avec cette vision? Vous êtes... Moi, je dirais, dans la véracité de l'histoire, être africain, c'est être universel. Il ne faut pas machiner sur les mots. J'ai l'impression que l'identité originelle des Africains, c'est que l'Afrique a longtemps oublié qu'elle est la mère des civilisations. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à identifier, ça veut dire qu'à être fier de ça. L'Afrique a fait le monde. Permettez-moi de vous le dire. L'Afrique a fait le monde. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est l'identité universelle. Pour moi, être africain, c'est être universel. Dans les problèmes de l'esclavage et les problèmes des guerres et des colonisations qui ont pris, moi, c'est ce que je vais préciser dans mon film. Dans la prison de c'est qu'il faut que l'Afrique continue à rêver. Et moi, je crois que l'Afrique, en continuant à rêver, va renaître de ses cendres. Et l'Afrique, en renaissant de ses cendres, va permettre à la réconciliation universelle. Ça veut dire que là, l'homme reviendra à la source de là où il était. Aujourd'hui, les Américains, les Japonais, les Français, tout le tralala, ils sont tous des Africains. Mais c'est quelque part, ils ont oublié qu'ils étaient Africains et qu'ils sont partis très loin dans ce qu'ils étaient en souche et ils ont perdu l'identité originelle des lettres. Et chacun mixe un petit peu là les complexes d'infériorité, de supériorité des autres. Je suis pas dans ces... J'essaye de vous ramener à l'identité originelle. J'essaye de ramener l'humanité à l'identité originelle. L'Afrique, c'est l'origine. Personne ne peut le nier, ça. Que vous soyez américain, vous soyez votre tralala, tout ce que vous voulez. Soyez tout ce que vous voulez. Mais vous êtes des Africains. Et vous mettrez très longtemps à le comprendre, même des millénaires, mais vous comprendrez que vous êtes Africain. Et ça, c'est fondamental. C'est ma dernière chose que je peux vous dire, qu'il faut que l'Afrique continue à rêver, même si elle n'a pas tout, les technologies ou tout ça. C'est dans ses rêves qu'elle va renaître normalement de ses cendres pour reconstruire la nouvelle Afrique.
dans la réconciliation universelle. Catherine, le rêve de l'homme universel, c'est ce que vous inculquez à vos élèves dans votre... Oui, ce que dit mon voisin, c'est exactement ce que je pense, parce que nous sommes pluriels, c'est notre force. Nous sommes pluriels, nous avons en nous l'universel. Et quand je dis qu'aujourd'hui, on va déplacer le curseur, moi, ma deuxième casquette, c'est d'être manager conseil et aussi productrice. Là, je m'occupe de Marguerite Aboué, qui est ivoirienne, qui a fait Aya de Yopungo. En ce moment, elle écrit une série que nous voulons faire en Côte d'Ivoire. La façon de vendre cette série, c'est de dire qu'elle n'est pas hexagonale, mais elle est francophone. Et dire, parce que la francophonie, c'est à peu près 270 millions de téléspectateurs potentiels. Donc l'hexagone est tout petit face à l'Afrique et au continent africain. Et donc là-dessus, c'est intéressant d'aller à l'endroit même de cette non-acceptation et de se confronter à ça. Aujourd'hui, l'Afrique est en marche. Alors ce que moi je voudrais dire au point de vue économique, le renouveau de l'Afrique, c'est qu'elle soit présente dans le paysage du cinéma international. Elle y arrive. Moi je vois Nollywood, les films sont au départ pas très bons, l'année dernière pas mal, et cette année je vais y être puisque je vais aussi y participer. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a une force en Afrique. Moi je ne suis pas africaine, je suis d'origine antillaise, mais par exemple j'ai fait mon ADN et ma famille vient de Sierra Leone. Donc pour moi c'est important parce que oui, la différence fait la pluralité des uns et des autres. Donc ne pas nier notre différence. Nous sommes tous différents parce que nous sommes tous pluriels. Et que quelque part, je ne peux pas dire... Moi, quand je marche dans la rue, bien sûr, je ne me dis pas je suis antillaise ou africaine, mais je le suis tellement fort. Je le suis tellement fort en moi que ça déborde. Et ça, c'est intéressant. Et de continuer à dire... Et la force, par exemple, le cinéma africain, on a une force sur l'autodérision. L'autodérision, on sait parler de nous et dans les films, on sait traduire notre autodérision. La comédie, par exemple en France, c'est tellement compliqué de faire rire en France, de trouver une bonne comédie, parce qu'on n'a pas cette chose qui est innée en Afrique, c'est de rire de soi-même. Et c'est là notre force, et c'est à partir de là, je pense que les films africains peuvent aussi supplanter aussi d'autres films et être dans le paysage international. L'Afrique est en marche. Merci Catherine pour cette belle image. Merci à tous pour ces belles choses. On aurait pu continuer. Le dernier mot de la fin. Je suis très, et je pense que les autres invités aussi, je suis très heureux et très honoré d'être ici en compagnie de M. Souleymane Cissé, parce que son cinéma, moi je le connais, et quand je disais que je suis très inspiré par les anciens acteurs, il y a aussi les anciens réalisateurs, ça, mais Souleymane Cissé est pour moi non pas juste un grand réalisateur africain, c'est une légende du cinéma, tout court. Vous avez tout à fait raison. Voilà, et je suis très honoré et très fier d'être parmi lui ce soir. Merci. Merci. La dernière chose, c'est que l'école Miroir est soutenue aussi par Lagardère Entertainment, qui nous soutient et qui nous soutient depuis le début. Donc ça, c'est une chose, c'est de dire qu'on travailler ensemble, c'est faisable. Voilà. Merci à tous. Merci Monsieur Cissé. Merci à tous d'être là. On aurait pu continuer, bien sûr, sur ce sujet très intéressant, mais malheureusement, on doit rendre le plateau. Merci à tous encore et une très bonne chance à tous. J'espère que Wati sera vu en Afrique du Sud. Oui. Tu le traduis, lui. Il faut lui traduire.